Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Cyrielle Martin, je travaille à la communication de l'Agence ferroviaire européenne et je suis très heureux de vous retrouver en français. Et oui, c'est une grande première dans l'histoire des webinaires de l'agence, un webinaire 100% en français. Alors, avant d'aller plus loin, je vais dire quelques mots en anglais pour rassurer ceux qui nous suivent régulièrement et qui sont peut-être un peu désemparés de ne rien comprendre. Je vais leur expliquer que ce webinaire sera ensuite sous-titré en anglais sur notre chaîne YouTube. Dear viewers, as I just explained in French, welcome to this webinar, which for once will exceptionally be in French. If you are not French speakers, don't worry. The recording of this webinar will be available as always on our YouTube channel, which will be fully subtitled in English. Thank you for your understanding. Voilà. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire un peu particulier. Vous le savez peut-être, l'Agence ferroviaire européenne est basée à Valenciennes, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et ce n'est pas un hasard. La région Hauts-de-France, et Valenciennes en particulier, est un centre névralgique pour l'industrie ferroviaire. De nombreuses entreprises liées à la construction de trains, ainsi que des fournisseurs de technologies ferroviaires, sont implantées dans cette région. Cela fait de Valenciennes un pôle industriel majeur pour les innovations et la production de matériel ferroviaire. C'est cela que nous avons voulu mettre en avant aujourd'hui avec ce webinaire en conviant 3 de ces acteurs qui composent, avec l'agence, l'écosystème du ferroviaire dans le Valenciennois, l'AIF, Certifer et Sésame Expertise. À nous 4, nous avons choisi d'aborder le sujet de la réglementation ferroviaire européenne. Pourquoi existe-t-elle? Pour qui a-t-elle été conçue? Et surtout, de manière très concrète, qui fait quoi? J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui à mes côtés, si j'arrive à vous le montrer, voilà, Joseph Doppelbauer, le directeur exécutif de l'agence, Anna Gigantino, la chef de l'unité surveillance, analyse, recherche et partenaire à l'ERA, Jérôme Martinez, le directeur des opérations à l'AIF. L'AIF est une association créée et basée dans les Hauts-de-France qui regroupe et fédère une centaine d'acteurs de l'industrie ferroviaire française. Jérôme Carlier, directeur technique et opérationnel chez Certifer, organisme de certification ferroviaire basé à Valenciennes. Certifer est membre de l'AIF. Et enfin, Marie-Christine Moretti, PDG de Sésame Expertise, expert en cybersécurité et cybersécurité industrielle, qui est également membre de l'AIF et également basé dans le Valenciennois. Je vais donc désormais passer la parole à Joseph Doppelbauer, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui et qui a donc enregistré un message vidéo que voici. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence à ce webinaire qui est notre premier à se dérouler en français. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter d'un sujet fondamental pour l'avenir de la mobilité en Europe. Pourquoi l'Europe se concentre-t-elle aujourd'hui sur le ferroviaire? Il est vrai que ce sujet est arrivé relativement tard dans le cadre de la construction européenne. Historiquement, le réseau ferroviaire a toujours joué un rôle crucial pour la cohésion économique et sociale de nos territoires, en reliant les populations et en facilitant le commerce. Toutefois, dans les premières étapes de l'intégration européenne, d'autres domaines tels que l'énergie ou les télécommunications ont pris la priorité. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Face aux grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, le ferroviaire est une solution incontournable. Il s'agit du mode de transport le plus respectueux de l'environnement, émettant moins de gaz à effet de serre et consommant moins d'énergie que le transport routier ou aérien. C'est donc pour des raisons écologiques que l'Union européenne s'engage plus résolument en faveur du rail, contribuant ainsi à la transition vers une mobilité durable. Cet engagement environnemental renforce l'importance de la préservation et du développement de l'écosystème ferroviaire, tant au niveau européen que local. Ici, à Valenciennes, l'Agence de l'Union européenne pour le chemin de fer œuvre depuis 2 décennies pour faire partie intégrante de cet écosystème local. Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs de la région, dont certains sont aujourd'hui présents lors de ce webinaire, contribuant ainsi au dynamisme de l'industrie ferroviaire et renforçant la position de Valenciennes en tant que centre d'expertise ferroviaire reconnu. Je vous souhaite à tous une webinaire fructueuse, riche en échanges
est en réflexion. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joseph. Merci d'avoir pris la peine et le temps de faire ce message en français. C'est maintenant mon grand plaisir, c'est un bel anglicisme ce que je viens de dire, de passer la parole à Anna Gigantino, chef de l'unité surveillance, analyse, recherche et partenaire à l'agence. Anna, je t'en prie. Merci beaucoup, Cyrielle. Bonjour, mesdames et messieurs. Et c'est mon plaisir de vous donner ce petit aperçu très bref concernant la législation ferroviaire de l'Union européenne. Donc, qui fait quoi? Le premier slide explique un peu les institutions européennes principales. Vous connaissez le Conseil européen, le Conseil de l'Union, la Commission et les parlements. Ça, c'est pour vous dire que la Commission propose le budget de l'Union européenne et la plupart des lois européennes, telles que les règlements, les directives et les décisions. Mais c'est le Conseil, dans sa configuration des ministres, avec le Parlement européen, qui adopte le budget et les lois européennes. Certains règlements sont aussi des actes directement adoptés par la Commission, qui est assistée par les agences décentralisées pour certaines tâches plutôt de gestion ou aussi techniques. Mais toute cette législation européenne obéit à deux principes fondamentaux qu'on appelle deux piliers de la législation de l'EU. Le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité. Qu'est-ce que sont ces deux principes? Bon, le principe de proportionnalité nous assure qu'en fait, on ne tombe pas dans la surréglementation, dans quelque chose qui irait au-delà du but qu'on veut atteindre. Le principe de subsidiarité nous garantit que les décisions sont prises au juste niveau, c'est-à-dire que l'Union européenne prend les décisions seulement là où les actions au niveau national, régional ou local ne seraient pas suffisantes pour atteindre le but. Donc, il y a de contrôle constant afin que ces deux principes soient vraiment appliqués et respectés. Mais pourquoi on a de la législation, du règlement de l'Union européenne pour le système ferroviaire? Bien, il faut considérer que le système ferroviaire, c'est un système partagé avec plusieurs acteurs et qui doit fonctionner dans un marché ouvert et qui demande des règles transparentes et des processus harmonisés pour réaliser une certaine harmonisation technique et pour garantir de certains niveaux de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces lois européennes. Et comment tout ça s'est développé? Bon, ça a duré un certain moment. Notre directeur vous a expliqué que les lois de l'Union européenne concernant les ferroviaires ont commencé relativement tard, mais dans les dernières décennies, donc on a vu plusieurs paquets législatifs. Je mentionne ici simplement celui de 2004 qui a établi notre agence, mais encore plus important, celui de 2016 qui a rajouté des tâches complémentaires à notre agence. Et on va le voir dans les prochaines transparences. Le mandat de notre agence, on peut regrouper toutes nos tâches en deux ensembles différents. Donc, sur la gauche, vous voyez les tâches traditionnelles sont les recommandations à la Commission européenne, justement pour avoir des spécifications techniques d'interopérabilité, des méthodes communes de sécurité, ainsi de suite. On a aussi les tâches traditionnelles qu'on fait déjà depuis 20 ans pour assister les États membres et assister la Commission européenne, comme je vous montrais dans le premier slide. Avec le quatrième paquet ferroviaire, vous avez sur votre droite et ici dans le slide, les nouvelles tâches. Il s'agit de l'autorisation des véhicules ferroviaires, notamment ceux qui sont destinés au service international, et aussi la certification des entreprises ferroviaires et aussi un certain droit de regard pour assurer une complète harmonisation de l'RTMS, donc de la signalisation ferroviaire, au sol et à bord, et in fine, aussi important, des tâches de contrôle, d'audit sur les autorités nationales de sécurité et les organismes notifiés pour la certification. Mais quel est le but de l'harmonisation dans la législation européenne? En gros, on fait tout ça pour éliminer certaines barrières, pour créer un marché unique,
surtout pour protéger nos consommateurs dans l'Union européenne. Mais tout n'était pas fait de la même façon. Donc, en fait, les législations ont évolué et on a compris des choses. On a compris qu'au début, on faisait trop de législation, trop détaillée. Donc, il y a eu une évolution qui a abouti à la dite nouvelle approche. La nouvelle approche n'est pas si nouvelle que ça, parce que ça date de 1985, donc ça fait déjà 4 décennies presque qu'on l'applique. Qu'est-ce que nous dit la nouvelle approche? Elle s'applique à plusieurs domaines industriels. Elle nous dit simplement que la législation européenne doit être proportionnelle, c'est-à-dire on met et on fige les exigences essentielles, représentées par les triangles rouges dans ce slide, mais tout ce qui est spécification industrielle, technique et détaillée, ça reste volontaire et ça reste dans des standards, dans des normes qu'on appelle les normes harmonisées. La nouvelle approche est complétée par la notion de vérification de la conformité faite par des organismes notifiés et aussi le marquage CE que vous tous connaissez très bien. Donc ici, c'est juste pour dire que les normes, en général, dans tous les contextes industriels, les standards harmonisés restent volontaires, ne sont pas obligatoires per se, mais ils donnent une certaine présomption de conformité aux exigences essentielles. Donc, ils jouent un rôle très important. Tout ça a été fait pour donner une certaine flexibilité à la législation européenne et pour permettre un certain degré d'innovation. Mais dans les systèmes ferroviaires, les choses sont un peu plus complexes. On le verra tout de suite. Et voilà, donc dans le ferroviaire, notre pyramide, notre construction a, disons, 6 étages, pour ainsi dire. On peut le regrouper dans 2 niveaux différents. Le niveau supérieur, c'est celui de normes ou de dispositions obligatoires. Au sommet de notre pyramide, on a les exigences essentielles. Pour notre directive sur l'interopérabilité ferroviaire, donc ils sont 6. On a eu besoin, vu la complexité du système ferroviaire, d'une couche intermédiaire entre les exigences essentielles et le standard et les normes. Cette couche intermédiaire est représentée ici par la couche jaune des normes, des standards, des spécifications techniques d'interopérabilité et aussi de certaines normes nationales. Ensuite, les standards harmonisés ou pas, les normes harmonisées ou pas, EN, ISO, etc., on peut le diviser en 2 catégories. Celles qui sont mentionnées dans les STI et donc deviennent obligatoires, et tous les autres qui sont en vert, de différentes nuances, qui restent volontaires, comme dans la nouvelle approche générale que je vous ai montrée pour tous les autres produits. À noter que la couche de base, donc le vert et le bleu clair, les compagnies standards, restent de normes importantes qui sont, oui, volontaires, mais qui peuvent être utilisées aussi, par exemple, pour les appels d'offres ou pour les marchés. Donc, c'est très important d'avoir en tête cette hiérarchie de normes. Mais quelles sont les spécifications d'interopérabilité? Les spécifications techniques d'interopérabilité, TSI en anglais, ce sont des spécifications communes qui définissent les éléments qui ont besoin d'être harmonisés dans le but de réaliser un certain degré d'interopérabilité. Donc, on définit seulement ce qui est nécessaire et suffisant pour l'interopérabilité ferroviaire. Ces spécifications peuvent concerner des systèmes structurels, donc comme l'infrastructure, les matériels roulants, ou des systèmes plus immatériels, donc qu'on appelle fonctionnels, comme les applications télématiques ou l'exploitation ou même l'entretien. Évidemment, il y a encore de la place pour certaines normes nationales dans des cas particuliers. Et je peux terminer ici ma courte présentation, c'est vraiment un aperçu, un tour d'horizon très général, en vous montrant quelles sont les spécifications techniques d'interopérabilité et les domaines qu'elles couvrent. Donc ici, on a les matériels roulants pour les locomotives, les passagers et le fret, l'infrastructure en noir, CCS, c'est contrôle, commande et signalisation, l'énergie, c'est-à-dire la caténaire,
TAP-TAF en beige sont les applications télématiques, OPE c'est l'exploitation et tout ça c'est concernant les sous-systèmes. Mais il y a aussi des spécifications techniques qui concernent des domaines un peu plus transverses. Le bruit par exemple, ou l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ou la sécurité dans les tunnels ferroviaires. Les petites boules représentent le fait que les STI transverses concernent plusieurs sous-systèmes à la fois. Par exemple, si on considère les personnes à mobilité réduite, c'est à la fois l'infrastructure et le matériel roulant qui est concerné. Et voilà, c'est pour moi, c'est tout. C'est pour vous donner vraiment un aperçu au niveau de la législation et de nos normes. Et je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Cyrielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi aussi d'avoir pris la peine de faire cette présentation en français. Alors, si le sujet des STI, TSI vous intéresse, sachez que nous avons consacré plusieurs webinaires à ce sujet l'année dernière, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet et notre chaîne YouTube pour aller les découvrir. J'en profite aussi pour vous dire que les slides que vous voyez actuellement, donc les diapositives que vous voyez actuellement de ce webinaire seront publiés sur notre site internet à l'issue de ce webinaire. Donc, pas de panique si vous n'avez pas le temps de tout lire, vous aurez le temps de le faire après coup. Voilà, je passe désormais la parole à Jérôme Martinez, directeur des opérations à l'AIF. Jérôme, je t'en prie. Merci Cyrielle. Tout d'abord, je tiens à remercier l'agence de nous accueillir, son directeur, M. Joseph Doppelbauer, Anna et Cyrielle. C'est une première qu'on a voulu initier. Pourquoi? Parce que nous avons en tête une phrase de M. Joseph Doppelbauer, Valenciennes, capitale européenne du ferroviaire. Et c'est une fierté pour nous, qui sommes l'association des industries ferroviaires des Hauts-de-France, de représenter l'ensemble des industriels qui contribuent à une part majeure du transport décarboné en Europe. Donc ça, c'est très important et je tiens quand même à remercier l'ensemble des acteurs et l'ensemble du personnel de l'agence européenne, dont le travail n'est pas forcément lisible auprès de tous. C'est un peu le travail qui est aussi donné au sein de l'AIF de répondre à un certain nombre de choses. Mais tout d'abord, l'AIF, c'est qui? L'AIF, c'est une association à la base d'industriels portée par la Chambre de commerce du Hainaut qui est née en 1995. Donc, nous sommes de fait le premier cluster français. Alors, un cluster, c'est un regroupement d'industriels pour notre part. Et nous avons aussi cette particularité d'être le plus vieux, mais aussi le plus important par la représentativité que nous avons. Nous représentons 100% des acteurs du ferroviaire sur notre territoire, c'est-à-dire que nous avons bien sûr d'abord du matériel roulant, ensuite nous avons de l'infrastructure, nous avons de la maintenance, nous avons du contrôle-commande, nous avons tous les services associés, aussi l'ensemble des métiers liés à la formation des personnes. Nous sommes légitimes de parler pour nos industriels, puisque nous avons un ancrage dans la durée, depuis 1995. L'année prochaine, ce seront nos 30 ans que nous fêterons très dignement, et nous avons la chance aussi d'avoir CIFER l'année prochaine. Petit rappel pour tous. Nous avons dans nos adhérents, bien sûr, l'ensemble de l'écosystème du ferroviaire, et nous avons la chance d'avoir sur notre site des Hauts-de-France, particulièrement le Hainaut, 2 sites majeurs de production qui sont portés par Alstom, qui est le constructeur, quand même, le 2e constructeur mondial. C'est une fierté qu'on peut avoir sur notre territoire, et qui emmène avec lui tout un tas de sous-traitants, rang 1, rang 2, rang 3. Alors, pour le ferroviaire, le rang 3 n'est pas forcément très visible. C'est très, très petits acteurs, ils sont très peu présents. Majoritairement, ce sont des acteurs de rang 1 et rang 2, des industriels qui sont aussi des PME et des ETI. Nous offrons donc tout un tas de services associés à ça, et nous avons aussi notre fierté de rappeler ce qu'est le Hainaut. Le Hainaut, c'est la région du Valenciennois. La région du Valenciennois est porteuse de l'université. Nous avons une université polytechnique. Nous avons vécu, bien sûr, des difficultés par le monde de l'acierie, par le monde du charbon, mais nous avons toujours sur notre territoire la construction de matériel roulant, et cela depuis déjà plus de 140 ans. Vous voyez, 1882, nous avons une présence de constructeurs de matériel roulant sur notre territoire.
Ce qui nous donne une légitimité de parler de matériel roulant et surtout de comprendre ce qu'est le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est un système très normatif, et exigeant, et il est souvent imposé, pas forcément par le constructeur, mais aussi par les opérateurs. Et c'est tout à fait normal parce que nous sommes régis par deux éléments essentiels, la sécurité et la sûreté. Voyager dans le train aujourd'hui, on se rend, enfin, chacun se rend compte de la facilité de prendre le train, mais derrière le train, c'est un système sûr et sécurité. Pourquoi? Imaginez juste la ligne de RER A aujourd'hui, qui est, alors là je parle pour les Français, hein, au niveau France, Paris, qui traverse d'est en ouest, c'est 1 500 000 passagers transportés par jour. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose dont il faut avoir conscience et c'est du matériel roulant qui est fabriqué aussi dans nos régions. Nous avons la fierté d'avoir été mis en valeur ces derniers temps par, évidemment, les Jeux olympiques et nous avons livré, sur notre territoire des métros qui ont roulé pour les Jeux olympiques et tout ça n'est pas possible si on n'a pas tout un écosystème qui est autour de cette construction. Donc là, nous avons cette fierté d'avoir une carte qui nous montre la concentration de nos entreprises et vous voyez bien que nous sommes très concentrés sur le Valenciennois, mais aussi sur l'île et il existe aussi des compétences que l'on va chercher dans notre région. Ça peut être à Abbeville, ça peut être à Arras, ça peut être sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France et chacun, pour sa part, contribue aussi à la fierté du ferroviaire et contribue à apporter l'expertise et le savoir-faire du ferroviaire. C'est une expertise territoriale, mais c'est aussi, nous avons une fierté d'avoir des compétences diverses, hein, je l'ai rappelé, et on en parlera tout à l'heure, puisque nous avons Certifer qui est aussi sur notre territoire, c'est une grande fierté, et c'est aussi un de nos adhérents, tout comme Sésame Expertise. Et vous voyez que la palette va du constructeur Alstom à des sociétés qui sont plus spécialisées à chaque niveau que ce soit. Alors, nous avons cette particularité aussi sur nos territoires des Hauts-de-France de savoir faire un train de A à Z dans toutes les composantes de sa construction. Ça, c'est très très important de le rappeler parce que ça n'est pas possible partout ailleurs dans le territoire européen, ne serait-ce qu'en Europe. Et c'est pourquoi, je rappelle, nous rappelons, et je suis très heureux que M. Joseph Doppelbauer l'ait rappelé, que Valenciennes est la capitale européenne du ferroviaire. Alors, malgré tout, il existe aussi, pour l'industriel qui construit ces éléments, hein, lui, il est occupé à construire ces éléments pour participer à la construction des trains, du matériel roulant, des infrastructures et autres. Malheureusement, il n'a que ça en tête à penser pour lui, hein, sa prérogative, c'est je vends mes produits, mais il est dans un environnement très contraint. Alors, il est contraint parce qu'on disait, hein, par la réglementation, par la sécurité à appliquer et la qualité à appliquer aux produits, par la sûreté également de son environnement. Tout ce faisceau de contraintes est quelque chose qui parfois peut le dépasser. Et c'est vrai que entre comprendre ce qu'est un règlement, une directive, une norme ou une exigence de votre fournisseur, de votre client, il a du mal à s'y retrouver. Et c'est là où on demande plus de lisibilité. Et c'est vraiment là où on a une force, c'est que sur notre territoire, l'ERA peut aider à comprendre, à avoir cette lisibilité. Évidemment, nous avons, là, j'ai balayé pour vous quelques sujets. Nous avons Nice 2, qui sera développé tout à l'heure par Marie-Christine Moretti. Mais Nice 2 est une directive, mais quelque part, qu'est-ce qu'une directive? D'accord? Et sur quoi ça s'adresse? Évidemment, les sujets cyber se posent aujourd'hui très fortement. Ensuite, dans le monde ferroviaire, il existe Iris. Iris, mais qu'est-ce qu'Iris? Donc là, ça s'attache vraiment au processus. Et l'industriel, bah, on lui a ajouté du Nice 2, de l'Iris, et derrière, il se dit, oui, mais moi, je dois faire aussi tourner mon industrie. C'est une industrie que je veux moderne, donc sous une typologie qu'on va appeler 4.0. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Évidemment, il y a du big data, il y a du bref, sur la toile. Maintenant, on est de plus en plus, les logiciels sont de plus en plus sur la toile et non plus en propre sur nos serveurs. Résultat, le monde change
Et cet accompagnement est très important parce que plus vous allez ouvrir votre système et plus vous allez rentrer dans un système normatif important pour vous garantir, vous, votre propre sécurité. L'ensemble des règles qui sont mises actuellement, qui sont développées actuellement, ce n'est pas pour vous contraindre l'industriel, mais c'est vraiment pour le mettre en sécurité de choses qui pourraient arriver. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on doit aussi, nous, à IF, apporter notre pierre à l'édifice et d'expliquer ça. Ensuite, évidemment, vous avez l'ensemble des qualifications demandées par votre client qui voit à la fois vos process, mais qui voit aussi la qualité de vos produits. Et ça, parfois, c'est là où les gens ont du mal à comprendre, les industriels ont du mal à comprendre, parce que c'est quelque chose qui est demandé par l'industriel, mais qui n'est pas forcément demandé dans un cadre législatif par l'Europe ou par le national. Et ça, c'est le moment où on a des points d'incompréhension. La qualification, c'est vraiment quelque chose qui est dans la relation client-fournisseur. Et c'est là où parfois, on nous dit: «Oui, mais on prend une base qui est une base, par exemple, qui pourrait venir de l'ERA». Mais oui, mais derrière, c'est peut-être de l'interprétation. Et c'est nous aussi qui devons simplifier ça et permettre aussi la simplification de la relation client-fournisseur. Et par ailleurs, tout ça n'est pas possible si vous n'avez pas en interne des gens formés, des gens capables d'eux et des gens qui vont vous aider, vous industriels, à comprendre ce qu'est le big data. La data va devenir primordiale dans le monde de demain. Comprendre ce qu'est NIS2, comprendre ce qu'est un environnement IRIS. Si vous n'avez pas vos gens formés en interne, vous n'arriverez pas forcément à avoir la visibilité, la lisibilité de ce qui est possible, et vous n'allez peut-être pas être forcément au mieux aguerri pour répondre à des prérogatives qui seront de l'ordre de la relation client-fournisseur. Donc c'est là où c'est très important et tout est imbriqué l'un dans l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout s'imbrique l'un dans l'autre. Donc, évidemment, le monde change, et il a toujours changé, ça n'est pas nouveau. Et depuis que le ferroviaire est ferroviaire, depuis qu'il existe des trains, des couches régulières de normes et de règlements se sont additionnées, d'où la simplification nécessaire. Et derrière, il va falloir aussi qu'on se pose la question de ce que l'on veut pour le train de demain. Donc, en gros, nous sommes toujours aux côtés des industriels, nous portons la problématique ensemble et nous sommes très, très attachés à pouvoir mettre en valeur des compétences qui sont d'ailleurs réunies ici autour de la table pour dire que non, vous n'êtes pas seul. Voilà, Cyrielle. Je rappelle juste nos partenaires et ceux qui nous accompagnent dans nos démarches. C'est toujours très important de remercier ceux qui sont dans cette dynamique du ferroviaire et de rappeler toujours, je rappelle encore une dernière fois, Valenciennes, capitale européenne du ferroviaire. Merci Cyrielle. Merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très intéressante. Je passe désormais la parole à un autre Jérôme, Jérôme Carlier, directeur technique et opérationnel chez Certifère. Jérôme, je t'en prie. Alors, bonjour à tous. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Je sais pas si on m'entend. OK. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Jérôme Carlier, je suis directeur technique et opérationnel chez Certifère et je vais tenter de vous présenter mon entreprise. Alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer quel était notre engagement chez Certifère pour comprendre un petit peu mieux quelles sont nos activités et comment on travaille. Donc, notre engagement, c'est construire un monde meilleur et encourager l'innovation et le progrès dans le secteur de la mobilité et des équipements spéciaux. Alors, Certifère, qui on est, donc on est une entreprise qui a 27 ans, 2024, et dont le siège social est basé à Valenciennes, donc dans les Hauts-de-France, mais on est également implanté à peu près sur tous les continents dans le monde. Alors, Certifère est divisé finalement en deux unités opérationnelles qui ont deux activités un peu différentes. Donc, il y a l'entité Certifère, je dirais, historique, celle qui existe depuis le début, qui est, on appelle TIC également, qui s'intéresse à tout ce qui est certification, inspection, mais également les essais. Donc, c'est un organisme tierce partie indépendant
qui réalisent des évaluations sous accréditation. Et enfin, depuis plus récemment, on a une entité qui s'appelle Certifère Solutions, qui est, je dirais plutôt, une entité qui réalise de l'assistance technique et du conseil au projet ferroviaire. Donc moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de Certifère historique, hein, donc la partie TIC. Mais avant de vous expliquer ce qu'on fait, quelles sont nos missions, je voulais aussi rappeler qui sont nos clients, finalement, à qui s'adressent nos services. Donc, ils s'adressent à tout ce qui est, enfin, aux gestionnaires d'infrastructure, aux maîtrises d'ouvrage ou aux maîtrises d'œuvre, hein, qui réalisent des systèmes complets, des projets d'infrastructure ou d'énergie. Le service s'adresse également aux entreprises ferroviaires ou aux industriels. On parlait d'Alstom tout à l'heure, qui... non, voilà. Et donc, aux entreprises ferroviaires industrielles qui produisent et qui modifient qui produisent et qui modifient des matériels roulants, à tout ce qui concerne les équipements de signalisation, hein, donc, je vais parler aussi plus tôt, donc, qui soient des équipements de signalisation de bord, comme les UTCS, les ATP, hein, tout ce qui est protection pour la survitesse, TCMS, etc., ou des équipements sol également, hein, tout ce qui est un poste d'aiguillage informatisé, les balises, les RVC, etc. Alors, on s'adresse aussi aux fabricants d'engins de travaux ou de machines rail-route. On travaille également sur des projets complets de nouvelles lignes de métro ou de tramway, hein, partout dans le monde. Les ateliers de maintenance également, les engins de levage, de forage, et plus récemment, on a aussi des services d'innovation type cybersécurité ou véhicules autonomes. Donc, je vais maintenant vous parler plus en détail des services que Certifère est capable de proposer. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais vous parler essentiellement des principaux. Mais avant tout ça, je voulais revenir sur une définition. Finalement, on fait de l'évaluation indépendante, mais c'est quoi l'évaluation indépendante, hein? C'est un service qui est réalisé par un organisme tiers afin de vérifier que les produits ou les systèmes ferroviaires, eux, sont conformes à des normes ou à des réglementations. Alors, ça comprend en fait tous les travaux d'évaluation qui vont être, ou les audits qui vont être faits sur les phases de conception, de fabrication, d'installation, de test, et ça s'étend aussi à toutes les procédures opérationnelles et de maintenance. Et tout notre travail, finalement, se fait avant que les produits soient mis en service, enfin, que les systèmes soient mis en service ou que les produits soient placés sur le marché. Donc, finalement, l'organisme d'évaluation va réaliser des missions d'inspection ou de certification. Alors, inspection, certification, bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que ça pourrait prendre... il y a des experts qui pourraient débattre des heures sur le sujet, mais bon, si on veut vulgariser, en fait, la certification, dans un process de certification, on fait à peu près la même chose que dans un process d'inspection, sauf qu'à la fin, on produit des certificats. Alors, pour réaliser ces missions, évidemment, on doit être reconnu, ou notifié, ou accrédité. Et donc, Certifère est accrédité par le COFRAC, donc, qui est le Comité français d'accréditation, c'est pour la France. Donc, sur les missions d'inspection, donc mission ISO 17020, donc type A, sur les missions de certification en 17065, mais aussi sur les systèmes de management en 17021, et pour les laboratoires d'étalonnage et d'essai en 17025. Alors, en quoi consiste notre mission finalement d'inspecteur ou de certificateur? Donc, qu'est-ce que concrètement on va faire? On va planifier, exécuter les tâches d'évaluation, évidemment en essayant de respecter les plannings de nos clients.
On va revoir de façon indépendante l'ensemble des documents et des procédures qui sont produits par nos clients, hein, qui sont finalement des preuves de conformité à ces règlements et à ces normes. On va réaliser des audits chez nos clients quand c'est nécessaire. On va participer aux phases d'installation et d'essai. Et finalement, on va donner un avis indépendant sur la conformité ou non d'un système ou d'un produit avec ces normes, enfin, ces règlements et ces normes. Et à la fin de tout ça, on émettra des rapports d'évaluation, des rapports d'audit et des certificats. Voilà. Alors, qui compose finalement une équipe qui travaille sur un projet, hein. Donc, typiquement, dans une équipe, on va retrouver un chef de projet, un responsable technique, des inspecteurs ou des responsables d'inspection, hein, qui sont des experts techniques sur des sujets bien particuliers, et à certaines phases du projet, des auditeurs qualité. Alors, je vais essayer d'énumérer quelques-uns des services qu'on peut proposer en inspection et en certification. Donc, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, hein, donc en tant que NOBO, hein, certifieur, donc NOBO, c'est Notified Body, donc c'est l'organisme notifié. Donc finalement, c'est l'organisme qui va réaliser des évaluations indépendantes de produits ou de systèmes en conformité avec les règlements européens, donc les STI, les spécifications techniques d'interopérabilité. On va réaliser également des missions DEBO. Donc finalement, quand les produits ou les systèmes doivent respecter évidemment les réglementations européennes, mais il subsiste en fait dans chacun des pays des systèmes historiques, on va dire. Donc, il reste encore quelques exigences qui sont nationales. Et c'est le principe de la mission DEBO, ça va être d'évaluer en fait la conformité de ces exigences avec les règles nationales. Et enfin, on a le service, voilà, la mission qu'on appelle ASBO, donc Asymmetric Body, donc c'est l'organisme d'évaluation, hein, qui va évaluer finalement l'application correcte du processus de gestion des risques en conformité avec la CSN, la méthode de sécurité commune. Alors, on a aussi d'autres missions qui nous occupent beaucoup et qui sont assez importantes, hein. Donc, une mission qui est assez bien connue, c'est la mission ISA. Donc, c'est l'évaluation indépendante de la sécurité. Donc, quand je dis sécurité, je parle de sûreté de fonctionnement. Donc, cette mission va consister finalement à évaluer le niveau de sécurité d'un produit ou d'un système en conformité avec des normes, principalement les normes Senelec, les standards 50-126, 129 et 716 maintenant, ou plus industriels, typiquement comme la 121-508. On réalise, alors je dirais que c'est un peu un parallèle avec les missions ISA, pas du tout la même chose, mais je dirais que le process est un peu identique. Donc, on réalise aussi des missions indépendantes sur l'aspect cybersécurité. Donc, c'est de la sécurité aussi, mais c'est de la sécurité, je dirais, plus informatique. Donc, de systèmes aussi et de produits, dont le but est d'évaluer l'ensemble des menaces et des risques de cybersécurité, de s'assurer aussi qu'on a un certain niveau de confiance, en fait, dans ces produits, dans ces systèmes. Alors, bon, rapidement, on fait également des audits et des évaluations sur les entités en charge de la maintenance, et on réalise un certain nombre d'audits sur des systèmes de management de la qualité, hein, en conformité avec les normes ISO 9000, par exemple. Enfin, on a une activité qui est assez aussi importante, alors on ne fait pas forcément en France, mais principalement en Belgique, hein, qui est historiquement, qui est l'organisation des essais. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir mettre en service un nouveau véhicule, il faut faire un certain nombre d'essais pour valider que le véhicule fonctionne dans des conditions réelles et est compatible en fait avec les autres systèmes, type la voie et les équipements. Donc ça, on réalise ce genre d'essais par nous-mêmes en Belgique, mais avec des partenaires en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg. On a également un partenariat avec le laboratoire SNCF du LEF, c'est un laboratoire du CIM qui est basé au Mans,
Ce laboratoire est accrédité 17025 et en partenariat, on réalise l'ensemble des essais sur les équipements ETC SBOR, donc les essais Subset 76 ou ESC, donc les tests et la certification. Et enfin, on réalise aussi des missions de comparaison de résultats. En fait, donc on évalue des laboratoires sur les aspects feu fumé, donc on fait des campagnes de tests tous les ans. Et on a également des missions d'évaluation sur tout ce qui est les tests non destructifs. Alors voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Parfait. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jérôme. C'était très intéressant, merci beaucoup. Et sans plus attendre, je passe désormais la parole à Marie-Christine Moretti, PDG de Sésame Expertise. Marie-Christine, le micro est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Marie-Christine Moretti. Je suis la fondatrice et PDG de la société Sésame Expertise. Nous sommes spécialisés sur la partie cybersécurité. Une de nos parties, c'est la cybersécurité industrielle, mais également la partie qualité et la partie métrologie. Donc, l'industrie 4.0 sont des secteurs sur lesquels nous travaillons plus particulièrement. Alors, il ne vous a pas échappé que nous étions en octobre et que pour la France, le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité. Je me devais en fait de vous expliquer quelle directive européenne était d'actualité, qui est la directive NIS2. Mais nous avons en fait dans cette directive des difficultés au niveau national et donc ça date d'hier. Le directeur en fait de l'ENSI a déclaré que la France ne serait pas à point, en tout cas à jour, pour pouvoir passer cette directive actuellement. Donc, que veut dire cette directive NIS2? C'est cybersécurité, donc c'est la Network and Information Security or Information Systems. Depuis 2017, NIS 1 existait et a été élargi en fait par l'Europe à 18 secteurs d'activité. Du fait que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et les entreprises de moins en moins en fait sécurisées. En décembre 2022, la directive européenne a été votée. La totalité en fait des pays membres ont adopté en fait ce vote et avaient 21 mois pour transcrire cette directive en loi française, en loi en tout cas du pays. Et cette directive devait être passée en fait dans la loi pour le 17 octobre 2024. La Belgique l'a déjà passée et a considéré que pour le pays belge, NIS 2 était équivalent pour les entités essentielles, je reviendrai sur le mot entité essentielle, était équivalent à l'ISO 27001. Ce n'est pas du tout le cas de la France. Seulement, vous allez voir qu'on va avoir 3 ans pour la mise en place en fait de cette directive, et ça ne veut pas dire que ces 3 ans, il n'y aura rien à faire en fait pour pouvoir répondre à ces exigences. Vous voyez qu'après ces 3 ans, en 2025, l'ENSI va déclarer quelles sont les entités importantes et essentielles qui vont être concernées en fait par la directive. Et puis, on va continuer jusqu'en octobre 2027, où là, tous les pays seront prêts pour vraiment décliner cette directive au quotidien. Alors, pour qui NIS 2 Pour 18 secteurs d'activité. En 2017, on était vraiment concentré déjà sur le domaine du transport, mais NIS 2 va additionner un certain nombre en fait, de secteurs et va renforcer les éléments et les exigences demandées dans le domaine du transport. Pour pouvoir être concerné par NIS 2, il faut être une PME de 50 personnes à 249 personnes pour être reconnue entité importante et faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum. Une entité essentielle sera considérée à partir du moment
où il y aura 250 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes en dessous des 10 millions d'euros, vous n'êtes donc pas concerné par NIS 2. Et de même, si vous avez moins de 50 personnes, a priori, vous ne seriez pas concerné par NIS 2. Mais ce serait vraiment trop simple de prendre ce sujet comme cela, parce que premièrement, NIS 2 n'est peut-être pas exigé par la réglementation, mais les donneurs d'ordre, de manière contractuelle, vous demanderont de respecter un certain nombre en fait, d'exigences. Il se peut aussi que l'ANSSI, quand elle va déterminer qui est une entité importante ou une entité essentielle, détermine que votre activité fasse partie de ces catégories, même si vous êtes en dessous de 49 personnes et en dessous de 10 millions d'euros. Alors, NIS 2, c'est quoi? Est-ce que déjà, quand on parle de cybersécurité, on ne parle pas forcément d'informatique? La cybersécurité, le mot cyber qui veut dire gouverner, kubernein en grec, émane effectivement une série d'exigences qui va prendre toute la partie gouvernance, des exigences qui vont être relatives en fait pour NIS 2 à tout ce qui est réponse à incidents, détection des incidents, la sécurité également sur la sensibilisation et la formation en fait du personnel, mais également des directives en fait qui vont nécessiter un certain nombre de maîtrises de informatique qui y sont associées. Alors, la directive NIS 2, vous voyez les mesures, eh bien, on se retrouve quasiment comme la Belgique l'a fait sur une 27001. Sauf qu'en France, avec les directives prises par l'ANSSI, de 10 mesures qui sont exigées en fait au niveau européen, il y a une vingtaine de mesures qui ont été définies au niveau national. Ces mesures vont reprendre, bien sûr, tout ce qui va être les processus, les politiques, les risques, puisqu'on est basé sur les analyses de risques, et le PDCA, donc le Plan Do Check Act, donc l'amélioration continue. Mais un certain nombre en fait, d'éléments vont être prises, et notamment pour les entreprises essentielles. Les entreprises essentielles, je rappelle, plus de 250 salariés, où l'ANSSI amène des exigences relatives à des qualifications type PRIS, PDIS, PASI, etc. Donc des qualifications avec des recommandations ANSSI. Donc, pour la France, si vous êtes une entité essentielle, je vous recommande chaudement de regarder tous les guides de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information, afin de connaître effectivement les détails de ces exigences, mais également de savoir vous faire accompagner, parce que les exigences également sont l'accompagnement ou la formation par des sociétés qui sont qualifiées, PDIS, PRIS, PASI, etc. Je vais vous parler plus particulièrement en fait des entités importantes, donc de 50 salariés jusqu'à 250 salariés, qui vont devoir effectivement à cartographier leur système d'information, d'avoir un cadre de gouvernance de sécurité numérique, d'avoir l'approche par les risques, d'auditer ces systèmes d'information, de maîtriser les accès physiques, etc., mais pas que, puisque les dirigeants vont aussi devoir être déclarés auprès de l'ANSSI, tout comme les entités essentielles vont devoir déclarer une personne qui sera responsable, un peu à la star du RGPD. Donc, NIS 2, dans les nouveautés, c'est une prise en compte de la sécurité aussi de toute la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que je vous expliquais que même si vous n'êtes pas concerné par la directive, contractuellement, vous aurez certainement des exigences qui vont y répondre. Donc, vous allez devoir faire du reporting, faire des mesures de surveillance et également des notions de direction, enfin de responsabilité de la direction qui sont extrêmement importantes, et avoir notamment un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité. Cette directive NIS 2 est alignée en fait sur une autre directive qui s'appelle DORA, une Resilience Act, pour la partie financière,
Mais vous avez aussi une directive qui va arriver en fait pour 2027, qui est en cours en fait de définition, qui s'appelle la CRA, la Cyber Resilience Act, qui exige que tous les constructeurs, développeurs de logiciels, d'équipements, etc., vont devoir faire systématiquement en fait du pentest, hein, des tests physiques, des tests de pénétration et également en fait la sécurité en fait de leur logiciel. Donc la supply chain est au cœur puisque bien entendu la supply chain peut être le maillon le plus faible par rapport en fait aux gros donneurs d'ordre. Donc au niveau des recommandations, vous voyez que NIS 2 exige énormément en fait de responsabilités, mais des responsabilités aussi qui vont être des responsabilités pénales. Le dirigeant de l'entreprise peut être personnellement tenu responsable si aucune mesure n'a été prise. C'est-à-dire que l'entreprise peut être condamnée, mais également le dirigeant à titre personnel, voire des interdictions en fait de gérer. C'est vraiment une directive qui mérite en fait qu'on s'y attarde de façon à pouvoir continuer à travailler notamment dans les domaines du transport, mais aussi d'autres domaines, et également se sécuriser son système d'information contre toutes les cyberattaques, être résilient, mais aussi se sécuriser pénalement parlant. Donc la responsabilité, comme je vous disais, hein, du dirigeant, c'est 10 millions d'euros à titre personnel, mais vous avez aussi pour l'entreprise entre 1,4 et 2% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise qui peut être donné comme amende. Donc, vous pouvez aussi avoir une suspension complète de vos autorisations de travailler en fait sur vos activités et voir également une responsabilité avec une interdit de gérer qui peut être déclinée. Voilà, je voulais donc vous expliquer effectivement ces éléments-là, sachant que cette directive, c'est pas parce qu'elle n'est pas votée en fait au niveau de la France que vous n'avez rien à faire. À partir du moment où l'ANSSI aura décidé qui était une entité essentielle, une entité importante, vous devrez vous inscrire sur le site de l'ANSSI, vous faire référencer et vous devrez mettre progressivement toutes les mesures en œuvre de façon à ce que d'ici 3 ans, vous soyez en fait complètement sécurisé sur ces sujets-là. Je vous remercie, j'en ai fini pour ma présentation et je redonne la main à Cyrielle. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup. J'en profite. Si ces sujets de cybersécurité et de NIS 2 vous intéressent, je vous invite à consulter le site internet de l'agence parce que nous avons publié aujourd'hui l'ensemble des présentations qui ont été faites la semaine dernière à l'occasion de la 4e conférence dédiée à la cybersécurité dans le ferroviaire. Donc, c'est une conférence qui a été organisée la semaine dernière à Lille, donc pas très loin de Valenciennes. Ces conférences annuelles sont organisées conjointement par ERA, donc nous, et ENISA, l'agence européenne dédiée à la cybersécurité. Voilà, écoutez, il me reste maintenant à vous remercier à tous. Merci à tous les intervenants qui se sont exprimés aujourd'hui. Il est temps pour moi de conclure ce webinaire. Ne partez pas tout de suite, j'ai des choses à vous dire. Donc, nous espérons déjà que ce webinaire vous a plu. Je rappelle que comme pour tous les webinaires que nous organisons, celui-ci sera téléchargé sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. Il sera également sous-titré en anglais pour permettre à notre public habituel de le regarder. Je vous rappelle également que toutes les slides qui ont été diffusées aujourd'hui seront publiées sur notre site. Merci donc à tous les intervenants et merci également à 2 personnes que vous ne voyez pas, mais dont l'aide est précieuse pour la bonne tenue de ces webinaires. Saïd Rajput sur ma gauche et Prasanna Balasubramaniam, j'y suis arrivé, sur ma droite. Avant de partir, je vous invite à laisser votre avis sur ce webinaire en scannant le QR code que vous voyez apparaître à l'écran. Et
de l'agence. Alors, la semaine prochaine, alors je ne vois que la slide ne change pas à l'écran. Ah si, ça change. La semaine prochaine aura lieu en ligne le 12e Budapest Workshop sur le thème du développement de la sécurité ferroviaire et de l'interopérabilité à travers le prisme du 4e paquet ferroviaire, dont vous a parlé Anna tout à l'heure, rapidement. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez toujours le faire en consultant la page dédiée sur notre site. La semaine d'après se tient la conférence HOF in Risk Management à Valenciennes, donc Human and Organizational Factors. Là aussi, il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos sont également sur notre site. Fin octobre, nous organisons une formation, Organizational Just Culture. Là aussi, vous retrouvez toutes les infos et les liens pour vous inscrire sur notre site web. Fin novembre, une nouvelle session de notre formation Safety Leadership aura lieu en présentiel, comme on dit maintenant, à Valenciennes. Pareil, si vous voulez vous inscrire, voir notre site. Et enfin, toujours sur l'aspect formation, je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, notre espace e-learning, qui est toujours en cours de construction, mais qui commence à se remplir. Vous y trouverez plusieurs modules de formation interactifs, dont certains sont en accès libre. Donc profitez-en, allez explorer tout ça. Donc vous voyez l'adresse qui s'affiche, academy.era.europa.eu. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon après-midi à tous. À très bientôt.